Bienvenue à ce nouveau numéro de Cartes sur table. Bonsoir à tous. Vous êtes nombreux à nous regarder partout dans le monde. Nous sommes à Kinshasa. Cartes sur table d'aujourd'hui, nous allons parler de questions très importantes qui concernent la population congolaise. La première, c'est bien cette décision de vol de certains avions, c'est-à-dire cette décision qui a été prise par le gouvernement de faire le rabais de vol des avions. Et une question se repose parce que d'autres provinces sont en train de connaître de problèmes. Les avions n'arrivent pas encore et il n'y a pas de voyage. Beaucoup de questions. Allons-nous participer à une interruption de cette décision parce que ça chauffe au niveau de certaines compagnies qui nous aident avec deux avions. Et cette question, la deuxième, c'est bien la RDC. Aujourd'hui, on parle de l'IGF. Il y a hausse d'argent dans nos caisses de l'État parce qu'il y a un travail qui est abattu par l'IGF. Est-ce la population arrive toujours à se retrouver en ce qui concerne la vie sociale ou bien cet argent est utilisé pour la grande partie que dans les institutions de la République démocratique du Congo? Nous avons sur ce plateau Ben Tchabola, il est économiste et serviriste, en même temps entrepreneur congolais à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci et bienvenue et merci aussi d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Alors, on commence. La fois passée, nous avons eu à causer avec vous en ce qui concerne les rabais de prix des avions. Nous avons compris que l'État congolais devrait aussi prendre ses responsabilités et accompagner aussi ce secteur privé ou bien que ce soit le secteur de l'État. Mais aujourd'hui, nous sommes butés à un problème que certains avions ne veulent pas atterrir dans certains aéroports ou bien faire de ces trajets. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver. Effectivement, les mesures qui ont été prises par le gouvernement dans le domaine d'aviation ont été très louables pour une partie de la population. Mais ce qui est réel, c'est que une société, une entreprise est confondue à une entité biologique, c'est-à-dire elle naît, grandit et peut-être meurt, et vit pendant longtemps. Alors pour vivre pendant longtemps, il faut des gestions rationnelles à l'interne. Des gestions rationnelles qui peuvent balancer entre les recettes et les charges pour dégager ce qu'on appelle le bénéfice. Donc elle doit travailler selon la rentabilité. Alors dans le cas des mesures qui ont été prises par le gouvernement en rapport avec le secteur d'aviation, il est vrai que dans l'analyse de la comptabilité analytique, chaque prix a un costing. Le costing, là, c'est-à-dire que les éléments qui interviennent dans le prix. Dans une analyse tout à fait rationnelle d'une société qui veut être rentable, rationnelle et qui va dégager des rentabilités, doit analyser les costings. Donc le costing, on peut voir le kérosène coûte combien, le trajet coûte combien, le parking de l'avion coûte combien, les taxes de l'État coûtent combien. Je vous disais l'autre fois que dans toute négociation, avec l'État qui est le pouvoir public, il y a les non-dits. Et dans les non-dits, là, il y a certaines taxes qui peuvent être élaguées, tout comme de l'autre côté, l'entreprise va accepter certains sacrifices dans sa gestion pour accepter la demande du gouvernement qui cherche le bien-être de la population. Mais dans la réalisation, dans la pratique, l'entreprise peut rencontrer certaines difficultés d'ordre de rentabilité. C'est-à-dire, l'entreprise trouve que dans sa fonctionnalité, il a trouvé que dans le costing, il y a certaines charges qui ne lui permettent pas de faire certains parcours, certaines courses, entre autres, par exemple, le tarmac de Mbujimaï use beaucoup de pneus. Pour une société rationnelle, il va éviter d'arriver dans l'aéroport de Mbujimaï parce qu'il sait que ça va lui coûter un peu plus cher. Là, ce sont des mesures d'ordre rationnel de la société. Ça n'a rien à voir avec
les décisions du gouvernement ou l'entente qu'ils ont trouvée avec le gouvernement. Ça, ce sont des mesures de rationalité à l'intérieur même de la société où on doit réduire sensiblement les charges pour permettre à l'entreprise de vivre pendant longtemps. Et est-ce que doit-on dire que le gouvernement n'a pas appuyé? Parce que vous avez évoqué, comme la fois passée, les noms dits dans cette décision. Est-ce que aujourd'hui, une partie de la province, prenons l'exemple de Mbuji-Mayi, qui, ça fait déjà une semaine, voire même 2 semaines, les gens n'arrivent pas à voyager, cette responsabilité, nous devons la donner ou bien la mettre sur le gouvernement, ou bien ce sont aussi de responsables de ces aviations, de ces avions qui n'ont pas eu le temps d'étudier aussi ces contrats ou bien cette décision, voilà. cette mesure. Effectivement, quand le gouvernement a pris la mesure, je pense à mon avis qu'ils n'ont pas pu entrer dans les détails de l'analyse de gestion d'une entreprise. Je ne pense pas. Le gouvernement prend des mesures coercitives, je peux dire, Ouais. pour le bien-être de la population. Il demande à l'entreprise de voir aussi dans sa gestion comment il peut dégager certaines charges pour alléger le coût de billets. C'est ça. Mais dans la pratique, on ne peut pas permettre à une société de prendre des charges exorbitantes pour disparaître après-demain. Ça, c'est vraiment des mesures qui ne peuvent pas permettre à la population de jouir pendant longtemps ces encadrements. Moi, je pense que le gouvernement devait prendre des mesures qui sont louables, bien sûr, mais il fallait les accompagner avec des mesures d'accompagnement, permettez-moi la tautologie. C'est-à-dire que le gouvernement devait accompagner ces entreprises-là. Par exemple, améliorer l'offre. Je vous avais dit, la responsabilité régalienne du gouvernement, c'est d'améliorer les infrastructures, d'améliorer l'environnement dans lequel l'entreprise vit, de faire voir à travers la politique fiscale, de favoriser tel secteur ou de défavoriser tel autre secteur. C'est là où le gouvernement... Donc moi je pense que les responsabilités sont partagées. Le gouvernement, normalement, en prenant ces mesures-là, devait accompagner ces entreprises-là. C'est comme je le disais l'autre fois, au cas où le gouvernement ne respecte pas ses engagements pris, on va rentrer à la case du départ. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, oui, il y a aussi la part de la société. Quand la société a négocié et accepté, devait faire aussi une étude ou une analyse à l'interne de ses coûts, de le costing, pour voir quelles sont les charges qu'on pouvait élaguer, mais permettant le fonctionnement normal de la société pour vivre pendant longtemps. C'est question de la rentabilité. Alors, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, doit-on espérer peut-être à une coupure de ce programme ou de ces décisions où le gouvernement devait revenir d'abord par la case du départ, revoir certaines des choses, parce que quand vous évoquez qu'un avion, quand il quitte Kinshasa pour Mbuji-Mayi, d'abord, l'aéroport de Mbuji-Mayi qui n'est pas en bon état, l'avion se voit tellement perdant parce que de pneus, vous avez évoqué certaines de choses. Le gouvernement doit-il d'abord revenir à la case de départ, voir comment assainir l'espace que ces avions devaient atterrir, ou on devrait faire appel à d'autres compagnies? Oui, hein, quand je parle de mesures d'accompagnement, c'est entre autres améliorer l'offre. Je vous avais parlé l'autre fois que le gouvernement est censé ne pas rester sur les mesures prises, mais il fallait aussi améliorer l'offre d'une manière ou d'une autre. Le gouvernement peut inviter, peut ouvrir l'espace à d'autres entreprises internationales, venir œuvrer ici. C'est une possibilité. Mais je voulais revenir sur l'accord avec les sociétés internes. Je pense, à mon humble avis, je pense qu'en prenant ces mesures, il y a une comité qu'on a mis en place pour le suivi. Alors, si l'entreprise rencontre des difficultés
d'ordre pratique qui le contraire à ne pas fonctionner normalement, je crois qu'ils doivent rentrer à la case du départ pour poser ces problèmes-là. Et le gouvernement, par le comité de gestion de suivi, je pense que ce comité existe, peuvent voir dans quelles possibilités ils peuvent améliorer tant soit peu, dans un temps record, donc à court terme, pour améliorer ces dons qui empêchent les sociétés d'aviation d'évacuer à leur occupation sans contrainte. Je pense que ce comité-là est en place. Sinon, c'est le moment de mettre un comité en place pour suivre les revendications des sociétés, parce que ce sont ces sociétés-là qui sont sur terrain. Une société ne peut pas aller au-delà de ses recettes. Ça, c'est une perte. S'ils accumulent ces pertes-là, demain, ils vont disparaître. Je viens de vous dire ici qu'une société, c'est comme une entité vivante, c'est comme une personne. Elle est née, elle grandit, elle espère vivre très longtemps. Et chez nous, peut-être, c'est une alimentation saine, on contrôle la santé, on étudie, on fait ceci, cela. Pour une société, ce sont les études d'analyse de costing qui rapportent à la rentabilité. Puisqu'une société sans rentabilité, elle est vouée à disparaître. Je ne pense pas que l'entreprise, oui. Je ne pense pas que le gouvernement, donc l'État, peut exposer ces entreprises-là pour les faire disparaître après, puisqu'elles aussi payent les impôts et les taxes dont le gouvernement bénéficie. Donc le gouvernement n'a pas intérêt à ce que ces entreprises-là puissent disparaître. Ne doit pas dire aujourd'hui, Ben Chabola, que manque d'investissement dans ce secteur par l'État congolais, qu'on arrive à connaître ces genres de problèmes. Parce que si le gouvernement avait investi dans ce secteur, on allait avancer. On regarde le pays comme le Congo, quand on compte peut-être 2 à 3 avions. C'est un peu étonnant. Justement ça. Il faut que le responsable, bon, le pouvoir public, c'est lui le responsable, c'est lui qui a la responsabilité régalienne de pouvoir résoudre le problème de la population. Les entreprises, ce sont des entités privées qui se gèrent d'une manière rationnelle. Le pouvoir public doit améliorer l'environnement et améliorer les infrastructures qui peuvent permettre aux petites et moyennes entreprises de bien fonctionner. Ça, c'est le rôle de l'État. Je sais qu'il y a un effort qui est en train de se faire dans ce sens-là. Je sais que l'aéroport de Kisangani, bientôt là, les travaux vont commencer. L'aéroport de Kindu, bientôt là. Mais ce sont des projets à long terme. Mais par rapport à leur accord, il doit y avoir un comité de gestion de suivi. Parce qu'à court terme, il faut améliorer certaines infrastructures pour permettre à ces entreprises-là, bien sûr, d'aviation, de bien prester, de bien dégager leur marge afin de vivre pendant longtemps. Sinon, oui, ils sont voués à disparaître. Et alors, qu'est-ce que c'est-à-dire que ce soit dans le secteur privé, là où qui exerce ce travail, qui aide la population congolaise à voyager, le gouvernement aussi, entre les deux, quelle perspective devrait-il mettre en place pour que ces secteurs, c'est-à-dire que nous ne puissions pas arriver à la chute ou bien au désaccord de leur entente? Moi, j'ai un avis particulier. Moi, je trouve qu'il faut ouvrir le secteur à d'autres concurrences extérieures. Donc, ouvrir le secteur c'est ce qui est difficile les sociétés étrangères. Il y a CAA de l'Afrique du Sud, SAA Afrique du Sud, il y a Kenya Airways, il y a Ethiopian. Si Ethiopian, on peut permettre ces entreprises-là à prester au Congo, ouvrir ces secteurs-là, moi je pense que ce sera une très bonne chose pour la population. Il ne faudrait pas tout simplement se focaliser sur l'entreprise interne pendant qu'ils n'ont pas la capacité d'exorber la demande interne. Si il se pose des problèmes techniques, au fait aussi, hein, il faut parler aussi, quand une société n'a que 2 ou 3 avions, même le coût sera un peu exorbitant, puisqu'il n'y a pas d'autres entrées.
Mais si ce sont des grandes sociétés, malheureusement qu'on n'a pas ici au Congo, on ne peut pas se voiler la face, qu'on fasse appel à d'autres entreprises internationales qui peuvent prester ici. On ouvre ce secteur-là, parce que jusque-là, ce secteur-là est privé, et pratiquement ficelé. Parce que moi, je me suis posé la question dernièrement, c'est un exemple, j'étais à Dubaï, je me demandais pourquoi Emirates n'arrive pas à Kinshasa. Comme une blague, on me dit que non, mais les sociétés qui prestent déjà à Kinshasa ont bouclé pratiquement pour ne pas permettre Emirates, puisque Emirates c'est une très grande société, quand il arrive ici, il va bousculer toutes les petites sociétés. C'est vrai, c'est un manque à gagner pour l'État congolais, mais c'est aussi une satisfaction pour la population. Pour la population. Voilà. Donc il y a à boire et à manger dans tout ça, mais l'État qui est le responsable numéro un, l'État qui a dans ses attributions cette mission-là, doit réfléchir comment est-ce qu'on peut trouver juste un milieu, sauvegarder les petites et moyennes entreprises de ce secteur-là, et voir aussi le besoin de la population, la demande. Il faut améliorer l'offre. Comme l'État n'a pas le moyen, pour le moment, de s'acheter des avions, hein, parlons des termes simples, ou d'améliorer l'offre, comme je dis, il peut recourir à d'autres sociétés qui existent et qui peuvent prester ici chez nous. Je vous ai cité SAA, c'est une société sud-africaine. Ce sont des Africains. Il y a Air Gabon, c'est une société africaine aussi. Il y en a à l'intérieur. Kenya Airways, c'est africain. Et Ethiopian, c'est africain. Mais pourquoi pas penser aussi à chez nous, parce que deux fois, on dirait on avait eu 2 avions qui n'étaient pas dignes, mais aujourd'hui, il en reste ici parmi le 3 qui étaient là. Il reste. C'est le projet. Mais le besoin est éminent. Mais ça, c'est le projet. C'est le projet à long terme. Ça peut faire 5 ans, 10 ans pour en arriver à cet accord-là, pour améliorer. C'est un projet. Mais nous parlons présentement, il y a un problème sérieux. Un problème sérieux que le gouvernement n'a pas suffisamment de moyens, qu'il faut qu'on se le dise. N'a pas suffisamment de moyens de s'acheter 10 avions. Pour le moment, pour améliorer l'offre. Alors, pendant qu'on est en train de préparer à long terme, des solutions à long terme, à court terme, on peut trouver des solutions. On peut trouver des accords avec des sociétés africaines. Donc, on ouvre un peu le secteur, au lieu que ça reste purement national. On peut ouvrir un peu le secteur au niveau international. Même à la limite au niveau africain, on peut trouver des solutions dans ce sens-là. Alors, on peut trouver des solutions dans ce sens. Il y a eu certains dossiers, des gens qui réclamaient, même malgré le rabais de prix d'avion, mais il y a un phénomène qui se passe sur le kilo qu'on entrait avec dans les avions. Les autres parlent qu'on arrive à faire, c'est-à-dire si c'était 15 kilos, on vous dit c'est 10 kilos, et si ça dépasse, vous devrez payer. Et les gens arrivent au moins à totaliser que cet argent revient juste à un coup de billet qu'on prenait avant. D'une manière un peu évadée de costing. En fait, dans une société, il y a une politique de rationalité, une politique de rentabilité. Au fait, si nous perdons sur le billet de voyage, nous pouvons récupérer sur les frais. C'est comme ça que si, je donne un exemple, un avion qui peut transporter 10 tonnes, et si le passager, parce que le billet est devenu un peu accessible à tout le monde, si seulement les passagers peuvent prendre déjà les 10 tonnes, alors les bagages vont partir. Il faut trouver la moyenne entre les personnes à transporter et leurs frais. Parce que quand il y a un voyageur, ils ont des bagages. Alors, généralement, c'est quoi? On diminue le nombre de personnes pour compenser au fret. Mais alors, si on diminue sensiblement le prix de billets pour permettre à ceux qui aient l'accès de voyageurs, mais du côté de fret, il se pose un problème. D'où il y a augmentation des prix de fret. Quand il y a augmentation des prix de fret, c'est la même personne qui paye. Tu payes ton billet, mais tu vas payer les frais. Tu vas revenir pratiquement dans le même coup. Ça, je pense, à mon avis, à mon humble avis, je pense que c'était des questions qui devaient être discutées à fond. Et je suis confiant au gouvernement. Je sais que ce sont des hommes intègres et intelligents. Je pense qu'ils ont parlé de tout cela, mais peut-être c'est la praticabilité qui pose problème. Sinon, il faut voir cet aspect des choses-là. Parce que une entité comme une société
ne voudra pas disparaître le lendemain. Il va chercher des voies et moyens, mettre des mécanismes en place pour survivre. Ah ouais. Et entre autres, vous faites le billet baisse de 30%, et les frais augmentent de 40%. Vous voyez. Il reste toujours rationnel, mais il satisfait au moins aux accords signés avec le gouvernement. J'espère bien que ce n'est pas le cas. Hein? Bon, sinon, ça sera une tricherie de leur part. Mais ce sont des problèmes réels qui se posent au niveau de la gestion d'une société. Vous m'avez présenté, moi-même je suis entrepreneur, je suis expert comptable, donc je connais le vrai problème. Je suis aussi auditeur, donc je connais le vrai problème de gestion des petites et moyennes entreprises. Alors, on essaie un peu de battre notre deuxième sujet. On quitte dans ce secteur. Aujourd'hui, il y a un problème. La République démocratique du Congo, de voix s'élève au travail abattu par l'IGF et aussi dans certains secteurs, on dit que nos réserves, nous sommes en train de partir vers le haut et à l'argent qui entre compte tenu de beaucoup de secteurs. Mais la population se pose une question. Cet argent aide la population ou aide les institutions de la République démocratique du Congo? Parce que on ne voit rien changer malgré tout ce que l'IGF est en train de faire, malgré l'argent qui monte dans nos caisses. Le vrai problème se pose. Effectivement, nous devons d'abord louer le travail comme bien laborieux effectué par l'IGF. Actuellement, c'est ces services-là qui existaient depuis longtemps d'ailleurs. Qui n'étaient pas bien entretenus. Oui, attaché maintenant à la présidence, c'est une stratégie entrepreneuriale. Donc, si vous avez un organe de contrôle, il faut l'attacher aux plus grandes instances pour que le contrôle soit efficace. Et je crois qu'on a pris ces mesures-là de l'attacher à la présidence. Aujourd'hui, il a un travail très laborieux et un travail rationnel pour l'État. Il est vrai que l'IGF fait un travail de gestion, mais l'IGF contrôle le passé. Il pas fait le présent. L'audit du passé. Du passé. Et il arrive à déceler des problèmes qui ont fait que ces entreprises ne puissent pas bien tourner. Mais ils ne récupèrent pas l'argent volé. C'est comme ça quand on dit que l'IGF, je ne sais pas dans ses prérogatives si l'IGF a le droit d'amener ces fugitifs-là devant la justice, je ne sais pas. Sinon, on corrige le passé, mais on ne récupère pas l'argent perdu. C'est le travail que l'IGF est en train de faire. C'est pour l'avenir. Même maintenant, là, donc présentement, là, quand on arrête, on fait une gestion un peu contrôlée, parce qu'ils sont dans les entreprises, avant de faire les dépenses, il faut passer par eux pour autoriser certaines dépenses. C'est le grand problème, c'est les dépenses de l'État. Je vous avais souligné ça l'autre fois. Le grand problème qui dérange notre budget, sont les dépenses de l'État, qui sont explosives, ne sont pas contrôlées. Alors s'il y a quelqu'un déjà qui les contrôle, qui les confine, qui les plafonne, c'est déjà une très bonne chose. Mais cela ne donne pas des solutions présentement, parce qu'on ne récupère pas l'argent présentement. Ce sont des mesures qui vont donner leurs fruits dans les jours à venir, à moyen terme ou à long terme. Mais le travail, il est bien fait, il est louable, mais ça ne dit pas que l'IGF est en train de récupérer l'argent. C'est vrai, ces mesures-là, tant soit peu, permet à ce que ces entreprises soient viables, qu'on puisse récupérer un peu d'argent. Mais ce sont des entreprises commerciales. Vous vous rappelez avec les réformes qu'on a fait par Ilunga quand il était à Copyrep, toutes ces entreprises de l'État sont devenues commerciales. Vous pouvez le contrôler, mais ce sont des entreprises, des entités autonomes dont la gestion de ils participent à la gestion du pays qu'à travers le budget. Mais le budget, il est déjà clôturé depuis le décembre de l'année passée. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour réaliser ce budget-là, ou soit pour améliorer. Voilà. Mais le budget lui-même reste tel que... Mais ce budget-là n'est pas à mesure de résoudre tous les problèmes de la population. Ce que moi je regrette, ce que je déplore, c'est qu'il y a un certain populisme qui
qui entoure ces services-là. Ça signifie? Ça signifie que on fait tellement de la propagande autour de ces services-là, croyant que ça va amener des solutions et résoudre des problèmes dans l'immédiat. Non. C'est vrai qu'on traque des mauvais gestionnaires, mais il faut dire que ce n'est pas une solution dans l'immédiat pour que les assiettes des populations soient remplies de quoi manger. Ça signifie, malgré toutes ces questions que la population se pose, IGF, tel montant, l'IGF d'abord, la priorité ce n'est pas de récupérer l'argent, mais d'abord de dénoncer des détournements. Oui. Alors c'est pour cela, une question justement, parce que nous sommes en train d'abord de parler de l'IGF avant qu'on puisse parler un peu de la hausse d'argent dans nos banques. L'IGF, d'autres penseraient que il y a le service qui est venu traquer, mais deux fois, qui n'aide pas aussi, les services à récupérer l'argent. Oui, juste oui. On se limite juste pour dénoncer, accuser, peut-être arrêter la personne, mais l'argent détourné, ça part où? C'est là où je me suis posé la question si l'IGF, dans ses prérogatives, a ce pouvoir-là de traduire ces fugitifs en justice. Si l'IGF a ce pouvoir-là, c'est le moment, ils peuvent les traduire en justice et c'est la justice qui va faire son boulot. Avec la séparation de pouvoir qui est l'état des droits actuellement, le président de la République ne peut pas s'ingérer dans la gestion de la justice. C'est-à-dire que la justice doit faire son boulot et la justice peut non seulement arrêter ces gens-là, mais peut les contraindre aussi de retourner l'argent. Il y a des amendes. Ah oui. Je me rappelle qu'avec cette histoire des 100 jours, il paraît que la Banque avait retourné 150 millions de dollars. Donc c'était déjà... Si ça continue comme ça, avec une contrainte judiciaire à récupérer un peu de l'argent, c'est très bien. Ça va aider notre pays à renflouer un peu le budget. Mais ce n'est pas le travail, à mon avis, ce n'est pas le travail de l'IGF. L'IGF fait l'audit. Il vous dit que ça n'a pas marché à cause de ça. Voilà ce que nous avons trouvé. Tel X monsieur, Y monsieur sont responsables de ça. Il dénonce. Il fait rapport à qui des droits. Maintenant, c'est aux responsables de tirer toutes les conclusions. Mais ça ne revient pas à l'IGF de pouvoir jouer le rôle des entreprises influentes sur le budget de l'État. Non. Donc, ils jouent leur rôle correctement, ils font leur travail correctement, mais ce n'est pas ce qu'on fait entendre à la population. C'est ça, il y a un problème de communication qui doit passer. L'IGF n'est pas cette prérogative-là de vouloir renflouer le budget de l'État, non. Il fait l'audit. L'audit se passe sur le passé. Pas sur le présent, c'est-à-dire sur les faits qui sont déjà passés, sur les pièces comptables. Alors sur le présent, qu'est fait l'IGF? Parce que deux fois, il y a de ce ministre, il y a de ces... Présentement, il a limité les dégâts. Il a limité les dégâts. C'est-à-dire qu'ils ont placé des comités dans chaque entreprise et avant de passer toute commande, avant de faire toute dépense, en termes clairs, il faut que l'IGF puisse analyser le bien fondé et vous donne l'équitus de l'exécutif. C'est ce qui s'est passé entre... Ça permet voilà un peu l'exemple du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, et l'IGF, qui déclarait que l'argent qu'on devrait payer aux surveillants des examens de primaire, justement, un peu, on peut dire... J'ai la Ligeti qui voulait qu'il faut orienter ça vers ça me fait rire, c'est parce qu'on veut tout politiser au fait. Je vais vous donner un exemple. À la maison, nous sommes à la maison, il y a papa, maman. Papa a laissé de l'argent à maman. Et le grand frère aîné, il dit à papa, fais attention. Non, il dit à maman, non, fais attention à l'argent qu'on vous a donné là. Il faut aller payer les minervales et non aller au grand marché. Est-ce qu'il y a un péché pour ça? Pas du tout. C'est-à-dire que l'IGF n'a tiré que la sonnette d'alarme. Il dit que non, cet argent-là, il faut, compte tenu de volume, compte tenu des opérations que vous allez effectuer, compte tenu de l'espace dans lequel vous allez effectuer, il y a risque qu'il y ait des détournements. Alors faites attention. Moi, je vous conseille de faire ça.
En fait, parce qu'on a entouré ça avec des yeux, dans un angle politique, c'est comme ça qu'il s'est arrivé à ce point-là. Je ne pense pas que si les ministres étaient sereins, s'il avait écouté tout simplement ce que l'IGF lui a dit, il pouvait faire les recommandations par rapport aux pratiques, par rapport à ses responsabilités. Et un échange des responsabilités d'un responsable à un autre responsable, et ça se limite là. Il n'y avait pas vol, il y a eu tentative de vol. Bon, tu n'as pas volé, tu t'alarmes. En tout cas, ce glissement politique a un peu dégénéré d'autres considérations. Mais je crois qu'au fond, l'IGF n'a fait que son boulot et que les ministres aussi, dans ses prérogatives, devaient faire que son boulot, c'est tout. Donc il n'y a pas, d'une part, un policier avec un bâton et de l'autre part, un voleur avec de l'argent dans la poche. Je ne pense pas. Mais ce sont, comme je l'ai dit, quand on glisse dans la politique, parfois des conclusions sont biaisées. Alors, des conclusions sont biaisées, on dit aujourd'hui que notre plan sur l'entrée de l'argent dans nos réserves, nous sommes en train de monter avec ce travail abattu par le ministre de Finances. Mais une question, on revient toujours sur le panier ménager de la population. Mais beaucoup se posent cette question. C'est comme cet argent-là profite qu'aux politiciens, c'est-à-dire à nos institutions, malgré tout ce qu'on est en train de faire. Ou bien, il faut garder cet argent et lancer des projets dans le futur, ainsi de suite. Au fait, si moi j'ai un avis à émettre sur ce point-là, je trouve que la source de tout ce problème-là, c'est parce qu'on n'irrigue pas suffisamment le budget de l'État au niveau du Parlement. Quand le ministre des Finances, le gouvernement va déposer son budget, on nous présente les spectacles de politique qui va dans des guéguerres inutiles. Mais ce qui est plus important, c'est l'essentiel qui est dans le budget là. Le budget est composé de quoi? Parce que le gouvernement, une fois, c'est une loi financière. Le gouvernement ne peut pas aller au-delà de cette loi-là. Aujourd'hui, même s'il y a, à moins qu'il y ait des calamités, on ne peut pas commencer à construire, par exemple, 8 stades, commençant sur base de rien, non. Sur base de rien. Il faudrait que ce soit dans le budget. Effectivement. Tout ce que nous vivons actuellement, c'était consigné dans le budget. Alors, s'il y a amélioration dans le recette de l'État, c'est une très bonne chose. Effectivement, au mois d'avril, les sociétés déclarent leurs bénéfices et ils payent ce qu'on appelle IBP, donc le bénéfice sur le revenu annuel. C'est tout à fait normal qu'il y ait cet afflux de budget, mais cela ne traduit pas qu'il y a une certaine amélioration significative dans les recettes de l'État. C'est un temps. Ça va jouer entre le mois d'avril, peut-être jusqu'au juin, mais après les autres mois, on baisse encore. Ils sont en train de faire des efforts avec des mesures mises en place, entre autres les mesures de IGF pour les entreprises publiques et les entités étatiques. Il y a aussi des projets, comme tu l'as dit. C'est peut-être lent, mais ça va venir. Ce sont des projets à moyen et à long terme. Présentement, là, peut-être la situation, visiblement comme ça, ne change pas. Mais de fond, il y a un travail de fond qui se fait. Parce que l'abîme était tellement profond. Vous voyez, le trou était tellement profond que vous y jetez, vous n'y voyez rien. Peut-être un jour, ça va remplir et on commence à voir comment ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Dernièrement, on a suivi le Premier ministre Sama Lukonde demander justement qu'on puisse réduire le train de vie. C'est l'idéal même. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Parce que ça commence un peu à tâtonner parmi... Et ça sera bien sûr, il sera combattu parce que dans la réaction individuelle de certaines personnes qui jouissent de biens de l'État ne sont pas contents. Pourquoi ils ne veulent pas? Ben en fait, ça c'est le comportement irrationnel de l'homme. Et surtout, le comportement irrationnel de l'homme irresponsable. Parce qu'il y a un problème de leadership ici au Congo. On doit améliorer ce leadership. Parce que les gens pensent que si tu es
DG quelque part, tu confonds la caisse de la société et ta poche. Tes projets de personnel individuel avec ceux de la société. C'est ça le grand problème. C'est le gangrène même de... Même le cas FMI vient et vous demande d'abord, vous, l'État congolais, d'être rationnel, de limiter vos charges, de contrôler vos dépenses. Et si le Premier ministre, dans toute sa responsabilité, a demandé au gouvernement de réduire sensiblement les trains de vie, mais ça c'est trop responsable, c'est quelqu'un qu'il faut appuyer. Donc, ce sont des mesures qui peuvent aider à améliorer le budget, parce que c'est l'État qui pose problème. Je vous dis, dans le revenu national d'un pays. Si la population n'arrive pas à s'y retrouver, le premier problème, c'est l'État. Bon, pas forcément l'État. Je dis les dépenses de l'État sont incontrôlées. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Les dépenses sont incontrôlées. Tout ça part que vers l'État, parce qu'on parlait de 80%. Oui, il faut le dire. Hein. Il faut au moins. Est-ce que le problème, c'est réduire le train de vie de certains... C'est aussi une solution. Aussi, le problème, c'est aussi diminuer certains postes créés inutilement en République démocratique du Congo, peut-être... Encore, on glisse une fois dans la politique. Quand on veut satisfaire politiquement certaines personnes, c'est l'État qui saigne. Hein. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est l'État qui saigne. Bon, le gouvernement est là. Peut-être qu'il faut trouver des solutions parce qu'on ne va pas changer du jour au lendemain un gouvernement. Il faut réduire le train de vie, c'est normal. Donc s'il y a des missions, des services, qu'il faut effectuer à l'extérieur, au lieu d'envoyer une dizaine de personnes, bien d'affréter les avions, on peut réduire le nombre de ces gens-là, par exemple. Au lieu de donner des montants exorbitants de missions, les frais d'émission, il faut les réduire. Il faut diminuer, au point de ne pas... je ne dis pas, il faut que le gouvernement joue son rôle, mais tout en diminuant sensiblement ce qui est... élaguer toutes les charges qui ne contribuent pas vraiment à l'amélioration de la vie quotidienne de la population. Alors aujourd'hui, je voulais un peu avec les 5 minutes qui nous restent, dernièrement, c'était le samedi lors du Conseil de ministres, le gouvernement adopte le projet de décret créant un établissement public dénommé Unité de coordination de partenariat public-privé. Oui, mais c'est une très bonne chose. Je crois que c'est une très bonne politique, même ailleurs. Hein, même ailleurs, ce qu'on voit en Afrique du Sud, c'est pratiquement un partenariat public-privé. C'est d'une part l'État qui est le pouvoir public, donc la puissance. Va mettre ses prérogatives en œuvre, et de l'autre côté favorise les petites et moyennes entreprises à se mixer et puis réaliser certains projets. Mais c'est ce qu'on voit un peu, M. Ben, difficile en RDC, parce que le public acquise le privé, le privé acquise le public. Autre temps, autre mœurs. Je crois que cette fois-ci, ça va aller. Et non, tout dépendait des problèmes de leadership. Maintenant, là, que nous avons un président responsable, qu'on se le dise, et un gouvernement qui s'ensuit, alors il y a des mesures de contrôle efficaces, IGF, je pense que les choses vont changer. Donc, autre temps, autre mœurs, donnons cette chance à cette entité qu'on vient de créer, même si je ne suis pas d'avis que chaque fois qu'il y a un problème, il faut créer un département pour résoudre ce problème. Non. Il y a des entités qui existent dans ce domaine-là. Mais qui ne sont pas bien gérées. Qui ne sont pas bien gérées et qui ne sont pas peut-être alimentées ou on ne les regarde même pas. Ça ne suffit pas de créer. Mais si l'idée est bonne, mais je pense qu'il y avait d'autres entreprises, FPI, il y a beaucoup d'autres choses, d'autres entités qui peuvent gérer ce problème. Parce que cette création, le problème d'industrialisation du Congo, vous voyez, notre problème, au fait, c'est depuis notre colonisation. Si vous voyez, par exemple, en Angleterre, la révolution industrielle était basée sur le besoin interne.
C'est-à-dire que la population était tellement nombreuse, les travailleurs devaient travailler dans de bonnes conditions, on est en train d'améliorer, on a mécanisé l'agriculture pour donner à manger à la population. On est allé jusqu'à trouver l'ordinateur aujourd'hui, avec un portable, tu peux gérer toute une ville. Ah ouais. Mais chez nous, l'industrialisation n'avait pas suivi cette procédure-là. L'industrialisation chez nous était pour le besoin extérieur. C'est-à-dire quand l'homme blanc est venu, commence à industrialiser, c'était pour extraire d'abord, améliorer un peu le produit, et puis l'amener à l'extérieur pour le bien de l'extérieur. Ce n'était pas pour notre bien. C'est aujourd'hui, c'est maintenant là qu'il faut réfléchir maintenant à centraliser notre industrie, à améliorer, en fait, je crois que le mot m'échappe, c'est-à-dire qu'au lieu que ça soit excentré à l'extérieur, que ça puisse être à l'intérieur, pour le besoin de la population et pour le besoin de l'avenir du pays. Pourquoi on doit mettre telle entité en place? Je crois que l'exemple de Bukangalonzo, financièrement, ce n'était pas un bon exemple, mais l'idée, le projet lui-même était bon. Était bon, parce que c'était l'État privé, État privé, pour le besoin de la consommation de grandes villes. L'idée est très bonne, mais malheureusement, je vous ai dit que la gestion de l'homme est un peu compliquée. Alors, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Il faut réfléchir comment implanter, comment orienter notre industrie pour notre besoin à nous. Bon, on va produire le cuivre, par exemple. Qu'est-ce que nous allons faire avec notre cuivre? Il faut réfléchir sur les entreprises ou les industries qui peuvent transformer les cuivres en câbles, par exemple, pour le besoin. Nous construisons, il y a l'électricité, nous avons besoin d'électricité pour tourner. C'est ce genre d'entreprises qu'il faut mettre en place. Il faut mettre en place des genres de comment on appelle ça encore, transformation des déchets, oui, en fer à béton, par exemple. C'est ça, le besoin est là. Il faut qu'on crée des petites et moyennes entreprises dans ce domaine-là pour le besoin de la population. Qui ne sont pas au moins considérés deux fois, hein, parce que ça pose beaucoup de problèmes, c'est qui en créent de moyennes, de petites et moyennes entreprises qui se disent qu'elles ne sont pas occupées par l'État. En créant déjà cette entité-là, je crois que c'est un début de réflexion sur le petit et moyen. Alors, avant de clôturer juste la dernière question que vous allez répondre, que doit-on réellement faire en République démocratique du Congo pour améliorer la vie sociale de la population? Parce que, surtout depuis 18 ans passés, aujourd'hui Félix Tshisekedi au pouvoir, c'est toujours la même chanson. Est-ce qu'il y a de secteurs clés qu'on devrait toucher pour au moins revoir la vie sociale de la population? C'est le respect de biens publics d'abord. C'est là où il y a beaucoup de gabegies. Le respect de biens publics. Ceux-là qui gèrent l'argent de l'État en utilisent à leurs besoins, je peux dire. Ceux-là qui gèrent les biens de l'État, ils utilisent pour leur fin personnelle. Et ceux-là qui, la population, peuvent jouir de ces biens publics, ils les détruisent. Il suffisait d'un petit soulèvement, on brûle les bus. Nous pensons que c'est peut-être rien, mais on est en train de toucher au fait le cœur même de la gestion publique de la population. Il y a d'abord le leadership responsable. Il y a des entités, des petites et moyennes entreprises qu'il faut bien gérer, contrôler et les mettre dans des conditions. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de temps pour s'étaler. Créer l'environnement sain pour les petites et moyennes entreprises. Et être un peu très imposant sur le respect des biens publics. Je sais de quoi je parle, ça peut nous prendre même 2 jours. Quand je parle de respect de biens publics, c'est dans tous les domaines. Tant soit peu, si on essaie d'équilibrer ça, c'est alors que le projet peut bien commencer et dégager certains résultats que nous avons besoin pour la population. L'abîme était tellement profond qu'il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Je sais que
Le chef de l'État, il est de très bonne foi. De très bonne foi. Il se bat tant soit peu à trouver des solutions. Déjà, sur le plan politique, parce que c'est la politique qui glisse tout. Hein. Ah ouais. Comme il a essayé de cadrer sur le plan politique, je crois que sur le plan économique, ça va suivre. Je suis confiant, je suis optimiste par rapport à ça, parce que moi, je vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Je sais que ça peut se faire en s'entourant des leaderships responsables et en décelant des vrais problèmes de la population. Et avec la foi, la volonté, le sacrifice, on va y arriver. Ok, avec la foi, la volonté et les sacrifices, on peut y arriver parce que l'abîme était moins profond. C'est par là que nous clôturons notre magazine. Merci d'accepter notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Je rappelle à tous nos téléspectateurs, Ben Chabola est économiste, STRiste et en même temps entrepreneur congolais. On se retrouve dans le prochain numéro, c'est bien la semaine prochaine, avec d'autres questions d'actualité en République démocratique du Congo. Merci, au revoir.